Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la toute fin du 19e siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Lena Marilla Brewster était née le 5 juin 1877 et a grandi à la campagne près de la petite ville de Huntingdon, dans le comté de Chittenden, au Vermont. Elle a déjà été baptisée Lena Marilla, mais tout le monde l'appelait Mildred. Elle était la plus jeune de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, bien que, malheureusement, sa sœur soit décédée lorsque Mildred était enfant. Son père, M. Wesley Brewster, était un homme très riche, ayant amassé une fortune dans l'agriculture. Mais la vie de Mildred n'était pas facile. Sa mère est décédée en 1892 alors que Mildred n'avait que 15 ans, et cette perte sembla l'affecter profondément. Elle a été envoyée étudier au lycée de Burlington, mais après avoir terminé ses études, elle est retournée dans sa ville natale de Huntingdon, où elle a trouvé un emploi comme enseignante. Cependant, elle était agitée et aspirait à une vie plus aventureuse. Déterminée à chercher de nouveaux horizons, elle est allée à Montpellier, la capitale du Vermont, où elle a trouvé du travail auprès de la famille de M. S. C. Shirtliff. Au début de 1896, elle quitta son emploi et alla travailler dans un hôtel de la ville de Northfield avant de retourner à Montpellier, où elle prit une chambre dans la pension de M. John F. Goodenough. Elle trouva un emploi comme tailleur pour une entreprise nommée Lydon et Campbell, où elle s'est plongée dans l'art de la conception de vêtements. Pendant son séjour à la pension, elle recevait la visite d'un jeune homme nommé John Wheeler. Il était originaire du Canada, mais était venu en ville avec sa mère et son frère et travaillait comme tailleur de granit pour l'entreprise Fraser et Bradford. Quelques mois plus tard, lui aussi a pris une chambre à la pension. Les deux semblaient être très proches. Cependant, à l'insu de tous, Mildred John était en réalité fiancée à une autre femme nommée Annie Wheeler, leur nom de famille commun n'étant qu'une coïncidence. Mademoiselle Annie Wheeler était réputée dans la région pour sa beauté, son aisance et son élégance. Avec son sourire radieux et sa douceur, elle dégageait un charme qui semblait enchanter tous ceux qui croisaient son chemin. Elle travaillait comme domestique dans la maison de M. C.E. Bugby, qui possédait une grande propriété sur Liberty Street. Mais elle avait grandi à East Montpellier, dans la ferme de ses parents. C'était une famille respectable et, bien qu'ils ne soient pas particulièrement riches, ils avaient été décrits comme aisés. John avait demandé à Annie si elle voulait l'accompagner aux célébrations du jour de la décoration à la fin du mois de mai dans la ville voisine de Barret. Et, bien sûr, elle avait accepté. Cependant, lorsque Mildred Brewster apprit que Mademoiselle Wheeler accompagnerait John, elle fut très mécontente. À tel point qu'elle décida d'en parler directement à la jeune femme. Le samedi 29 mai, elle se rendit directement à la maison où vivait Mademoiselle Wheeler et exigea qu'elle lâche prise sur John. Dans une sorte de supplication étrange et désespérée, Mildred lui dit qu'elle était avec John et que si elle ne cessait pas de le voir, elle le tuerait. Il semblait que ces paroles étaient teintées de désespoir et d'une peur profonde de perdre l'homme qu'elle croyait aimer. Bien qu'Annie sache que John était fiancé avec elle, elle écouta ce que Mildred avait à dire, surtout lorsque Mildred affirmait être également fiancée avec lui. Les deux jeunes femmes décidèrent de marcher un demi-mile en ville jusqu'à la pension de M. Goodenough pour affronter M. Wheeler. Elles marchaient côte à côte, partageant un parapluie, leur conversation chargée d'une tension non dite. Le chemin les mena dans les rues universitaires, devant le cimetière et vers la pension nichée le long de l'avenue Sibley. Soudain, alors qu'elles étaient tout près de leur destination, Mildred sortit un revolver et, le pointant directement sur la tête d'Annie, tira, la touchant juste sous l'oreille. Le bruit du coup de feu brisa le silence du jour alors qu'Annie s'effondrait au sol, mortellement blessée. Mildred tourna alors l'arme contre elle-même et tira, un acte désespéré né de l'angoisse et du désespoir. Ceux qui furent témoins de la tragédie en cours se rassemblèrent rapidement sur les lieux, parmi eux John Wheeler et son frère. Les femmes inconscientes furent emmenées à la pension de M. Goodenough, avant que la police et les secours médicaux n'arrivent. De là, elles furent toutes deux transportées à l'hôpital Eaton. Les médecins tentèrent vaillamment de sauver Annie, mais ses blessures étaient trop graves, et elle mourut le même après-midi. Mildred était encore en vie, mais les médecins n'étaient pas certains qu'elle survivrait. Le shérif Bancroft se rendit à la pension où résidait Mademoiselle Brewster. Il fouilla sa chambre et trouva dans un tiroir une boîte de cartouches cassée ainsi qu'une note, soigneusement écrite et signée par Mademoiselle Brewster.
Il la lut, notant les détails subtils qui laissaient entrevoir le trouble émotionnel que la jeune femme avait enduré. Tout ce qu'il trouva serait examiné comme preuve potentielle. Mildred Brewster reprit conscience, mais lorsque les infirmières s'occupèrent d'elle, elle cria « Oh, pourquoi n'ai-je pas pu mourir ?» Le corps d'Annie fut ramené chez ses parents, à l'est de Montpellier, où les funérailles eurent lieu seulement quelques jours plus tard. L'événement sombre attira une foule nombreuse de personnes en deuil, venues rendre hommage à la populaire jeune fille de 17 ans. Monsieur John Wheeler était profondément en deuil. Certains de ceux qui le connaissaient le mieux se demandaient si, dans sa tristesse, il cherchait du réconfort et la rédemption avec regret et chagrin. Alors qu'il faisait face aux conséquences de ses actes, la police a commencé une enquête. Il semblait que la jalousie envers la relation d'Annie Wheeler avec Monsieur John Wheeler, un jeune homme avec qui Mildred pensait être fiancée, l'avait poussé à commettre le meurtre. Mais les enquêteurs ont commencé à découvrir qu'il y avait plus à savoir sur Mademoiselle Brewster, âgée de 20 ans 2 semaines avant la fusillade. En fait, elle avait perdu son poste chez Lydon et Campbell, et elle avait dit à ses amis qu'elle retournerait à Huntingdon pour vivre avec son père. Des témoins ont raconté comment Mildred s'était rendue à Barry pour acheter le revolver et avait surveillé l'armurerie. La veille de la fusillade, on pensait qu'elle attendait que John sorte de l'entraînement de tir, peut-être parce qu'elle prévoyait de lui tirer dessus. Cependant, lorsqu'il a terminé, il est parti en compagnie d'amis, ce qui expliquerait pourquoi Mildred est plutôt retournée à la pension. Des connaissances de Mildred ont plus tard admis qu'elle leur avait confié son intention de faire du mal à John Wheeler, mais ils n'ont pas pris ces paroles au sérieux. D'abord vue comme les frustrations passagères d'une jeune femme désabusée, l'affaire a vite pris une ampleur médiatique. Monsieur Wesley Brewster veillait au chevet de sa fille, et les médecins donnaient des nouvelles quotidiennes de son état. Chaque mise à jour était ensuite publiée dans les journaux. Bien qu'elle fût consciente et qu'elle parlât, le personnel médical n'avait pas pu retirer la balle de sa tête, et les médecins n'étaient pas certains qu'elle survivrait. Si elle survivait, elle ferait face à une grave accusation de meurtre avec préméditation. À la fin du mois de juin, les médecins ont annoncé qu'ils pensaient que Mlle Brewster survivrait à sa tentative de suicide. Cependant, elle est restée de nombreux mois à l'hôpital pendant que la police enquêtait sur le crime. Et un dossier a été constitué contre elle pour la fusillade de Mademoiselle Annie Wheeler, son procès étant prévu pour novembre 1897. Son avocat de la défense, M. William Allord, a d'abord plaidé non coupable. Cependant, ce plaidoyer a rapidement été retiré car il a plutôt contesté l'acte d'accusation. Sa contestation provenait de la présence d'un sténographe lors des délibérations du grand jury, ce qu'il a jugé irrégulier et potentiellement préjudiciable à la cause de sa cliente. L'affaire a été portée devant la Cour suprême de l'État, qui s'est réunie en janvier 1898 pour statuer sur cette question cruciale. Malgré la convalescence de Mildred qui la maintenait alitée à l'hôpital, les deux équipes juridiques ont convenu de tenir la séance dans sa chambre d'hôpital. Ainsi, depuis son lit, Mildred a écouté attentivement les arguments juridiques présentés devant les juges. En mars, la Cour suprême a rendu sa décision, ne trouvant aucun motif pour invalider l'acte d'accusation. Et, par conséquent, le procès de Mildred a été ajourné et reprogrammé à une date ultérieure, prolongeant ainsi la procédure judiciaire et ajoutant à l'incertitude entourant son sort. Le procès de Mildred Brewster débuta finalement le 4 avril 1898 à Montpellier. L'affaire suscita un grand intérêt public et la salle d'audience était comble. Mildred était désormais considérée comme physiquement capable d'assister au tribunal et on lui avait fourni un fauteuil à bascule pour qu'elle puisse s'asseoir pendant les audiences. Elle plaida non coupable pour cause de folie. Cependant, l'argument de l'État resta ferme et sans équivoque. Mildred Brewster était celle qui a appuyé sur la gâchette, avec des preuves suggérant une planification méticuleuse. Son achat d'un revolver avant les événements tragiques, associé aux témoignages de témoins l'ayant vu s'entraîner au stand de tir le matin fatidique, dressait un tableau convaincant de préméditation. Cependant, tout au long du procès, la défense a construit un dossier solide en présentant une série de témoignages qui mettaient en avant l'instabilité émotionnelle de Mildred et montrèrent des exemples de comportements erratiques. Ses amis et sa famille ont partagé des observations sur ses sautes d'humeur rapides et ses actions étranges, comme le fait de s'isoler dans sa chambre et de parler de ses pensées autodestructrices. De plus, ils ont apporté des éclaircissements sur une possible prédisposition génétique aux problèmes de santé mentale au sein de sa famille.
Ils ont déclaré au tribunal que le grand-père maternel de Mildred s'était donné la mort en se tranchant la gorge dans une frénésie de folie. Et le frère du grand-père maternel de Mildred a également été déclaré fou. 2 de ses grandes tantes du côté paternel ont fini leur jour dans un établissement, et le cousin de son père, nommé Pierre Crane, est mort dans un asile d'aliénés. Le moment clé de la défense est venu avec le témoignage du docteur F.W. Page, dont l'examen approfondi de Mildred a conduit à la conclusion, exposée dans un rapport détaillé de 4000 mots, qu'elle souffrait de maladie mentale et n'était pas responsable de ses actes. Dans ses conversations avec Mildred, le docteur Page avait perçu le tumulte intérieur qui l'habitait. Et, contrairement au récit de l'accusation, elle lui avait révélé que l'achat du revolver n'était pas un acte de violence prémédité contre Annie Wheeler, mais plutôt une réaction désespérée à la trahison qu'elle ressentait de la part de John Wheeler. Elle raconta comment ses assurances d'amour et d'engagement avaient nourri ses espoirs de mariage, pour être ensuite anéantis lorsqu'elle découvrit son union imminente avec une autre femme. Cette révélation de ses promesses non tenues l'a plongée dans un profond désespoir, la poussant à envisager des mesures drastiques dans les affres du chagrin. Cet enchevêtrement d'émotions mettait en évidence l'impact profond des actes du jeune homme sur l'état mental fragile de Mildred. Bien que John Wheeler ait auparavant nié toute implication romantique avec Mildred, les témoignages des témoins laissaient entendre une relation plus étroite. Madame Goodenough, la logeuse de l'accusé, a déclaré au tribunal que Mildred avait une chambre dans leur pension. Et depuis 1896, John Wheeler était un visiteur fréquent. Elle pensait qu'il voyait Mildred au moins 3 fois par semaine. Elle a ajouté qu'elle les voyait toujours agir comme des amoureux. Cependant, elle a précisé qu'après le retour de Mildred d'une visite à Huntingdon, elle était très maigre et pâle, et en retirant les draps du lit, elle avait remarqué une grande tache de sang sur le matelas. Il y avait aussi une odeur étrange dans la chambre. Madame Goodenough a ajouté que le couple se disputait souvent, mais finissait toujours par se réconcilier. Par la suite, Monsieur Juan Koyenis, un proche des deux, Mildred et John, a révélé plus de détails sur leur relation. Il a raconté comment John s'était confié à lui, exprimant des regrets concernant les promesses faites à Mildred et laissant entendre qu'il était prêt à l'épouser, si ce n'était pas pour le fait qu'il était aussi avec Annie Wheeler. Monsieur Koyenis a délicatement laissé entendre un tournant pénible des événements, suggérant que Mildred s'était retrouvée dans une situation difficile et avait cherché une aide médicale, possiblement pour des questions liées à une grossesse. Par son témoignage, il a mis en lumière la complexité des liens émotionnels entre Mildred Brewster et John Wheeler. Il a suscité de l'empathie au sein du tribunal pour les difficultés qu'ils ont rencontrées, entre les attentes de la société et leur lutte personnelle. Monsieur Warren Morse, un menuisier de Burlington, a témoigné devant le tribunal au sujet de sa connaissance de Mademoiselle Brewster depuis ses années d'école. Il s'est souvenu de moments où ils partagèrent des repas ensemble, notant que, bien qu'elle puisse parfois être agréable et amicale, il arrivait aussi qu'elle reste silencieuse pendant des jours entiers. Cette observation a été corroborée par Monsieur Eugène Cooney, qui a également témoigné avoir été témoin de longues périodes de silence de Mademoiselle Brewster, qui pouvaient durer jusqu'à 1 semaine. Il a en outre décrit son attitude pendant ces périodes comme froide, peu amicale et absente. Tous ces témoignages soutenaient l'affirmation de la défense que la prévenue souffrait de troubles mentaux. Dans un témoignage poignant, le père de Mildred, M. Wesley Brewster, a raconté l'histoire de la famille devant le tribunal. Il a précisé que Mildred était la benjamine de ses 4 enfants et mentionné les difficultés de son épouse avec la maladie mentale, illustrant la vulnérabilité de la famille. De plus, il a partagé des observations sur le comportement particulier de Mildred, notant que jusqu'à l'âge de 9 ans, elle manifestait des attitudes qui s'écartèrent de la norme. Vers l'âge de 15 ans, elle souffrait de crises de larmes fréquentes et nourrissait des pensées d'automutilation. Il a ajouté que pendant les mois passés avec elle à l'hôpital, elle le suppliait d'apporter du chloroforme pour mettre fin à ses jours. Malgré ces épisodes éprouvants, il a raconté des moments de compassion où elle exprimait des remords et lui assurait que la fusillade de Mademoiselle Annie Wheeler n'avait jamais été son intention. Ce témoignage a permis au tribunal de comprendre l'enfance difficile de Mildred et ses luttes intérieures. John Wheeler a témoigné. Il a déclaré qu'il connaissait Mildred Brewster depuis plus de 2 ans et qu'il lui rendait régulièrement visite dans différentes pensions, malgré ses précédentes déclarations à la police, affirmant n'avoir jamais eu de relation avec elle.
Interrogé sous serment, il a admis avoir eu des relations intimes avec elle pendant un certain temps. Il a ajouté qu'il connaissait Mademoiselle Wheeler avant d'avoir rencontré Mademoiselle Brewster et qu'il avait parlé à Mademoiselle Brewster de ses fiançailles avec Annie. Interrogé sur sa réaction, il a dit qu'elle était très mécontente, précisant qu'il n'avait jamais été fiancé à Mademoiselle Brewster. Lors du contre-interrogatoire, M. Wheeler a été interrogé pour savoir s'il savait que Mademoiselle Brewster avait été enceinte. Il a répondu que non. Cependant, lorsqu'on a insisté sur le sujet, il a dit qu'il savait qu'elle était partie, mais n'a jamais été sûr de la raison qu'elle lui avait donnée. La défense a suggéré à M. Wheeler que Mildred s'était retrouvée dans une situation difficile et avait cherché une assistance médicale, possiblement pour des questions liées à une grossesse. Mais le témoin était évasif dans ses réponses. L'accusation a tenté de contester l'affirmation de la défense selon laquelle Mildred était folle en présentant des témoins qui ont attesté de la stabilité mentale de la famille Brewster. Cependant, malgré leurs efforts pour présenter Mildred comme saine d'esprit, la complexité de l'affaire persistait, laissant au jury le soin de peser attentivement les preuves lors de leur délibération. Le procès a duré 32 jours et lorsque le jury est parti délibérer, il l'a fait pendant 18 heures avant de revenir le lendemain. Pour déclarer l'accusé, Mademoiselle Mildred Brewster, non coupable pour cause de folie, bien que Monsieur Wesley Brewster n'ait pas pu dissimuler ses émotions en entendant le verdict, Mildred a reçu la nouvelle avec la même indifférence qui avait caractérisé son comportement tout au long du procès. Elle a ensuite été internée à l'asile d'État pour les aliénés de Waterbury. Mildred a passé la décennie suivante à l'asile, où les évaluations de son état mental par le personnel étaient incohérentes. En 1908, elle a brièvement connu la liberté lorsqu'elle a été placée sous la garde d'une amie d'enfance, pour être réadmise à Waterbury peu de temps après. 8 autres années se sont écoulées en institution avant qu'elle ne soit libérée, une fois de plus, cette fois sous la tutelle d'une infirmière qui s'était déjà occupée d'elle. Avec une escorte du shérif, Mildred a traversé le pays jusqu'à Seattle, où elle a résidé jusqu'à sa mort, le 27 avril 1942 à l'âge de 64 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.